Miroir, miroir, épisode 13. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois Aline Tacite, l'une des fondatrices de l'association et studio de coiffure Boucle d'Ébène, qu'elle a cofondée avec sa sœur et qui est devenue un salon événement incontournable depuis 2005. Il y a eu 6 éditions pour le moment, puis un salon de coiffure en 2011. Elle a fait du cheveu crépus son combat personnel pour aider les personnes concernées à mieux les accepter. On va évoquer avec elle pourquoi les cheveux crépus sont si peu acceptés dans notre société et comment faire pour que les choses évoluent vraiment. Bonjour Aline. Bonjour Jennifer. J'aimerais savoir comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux cheveux crépus, à leur histoire et à leur impact. En fait, tout part de mon histoire personnelle. Adolescente, je n'acceptais pas mon image et particulièrement mon cheveu et que je voulais absolument défriser. Ce à quoi ma mère s'opposait, d'ailleurs s'est opposée jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je ne sais plus, où elle a cédé. Et donc, avec le premier défrisage, je me suis sentie super belle parce que ça correspondait à l'image que je me faisais de la beauté. À l'époque, on va dire, la beauté était vraiment représentée d'une seule manière, c'est-à-dire la femme caucasienne à la peau blanche, aux cheveux lisses et blonds de préférence. Si elle a les yeux bleus, alors là, c'est le canon absolu. Et moi, j'étais aux antipodes de cette image qui était représentée comme ça de la beauté. Donc, dans la tête d'une enfant, d'une adolescente, ça a fait son chemin et je me suis dit comment est-ce que je peux me rapprocher de ces canons-là. Et le défrisage s'est imposé à moi de cette manière, on va dire. Et tout est parti de là. Voilà. Et c'est vrai que dans un TED Talk que vous aviez donné à l'université Dauphine, oui. Vous racontiez comment, à 7 ans, vous vouliez faire partie du groupe dominant. C'est ça. Et vous disiez à votre mère, dis maman, est-ce qu'un jour j'aurai les cheveux longs et lisses comme Stéphanie ? C'est ça. Ce à quoi elle vous a répondu, ma fille, tu es noire, tu as les cheveux crépus et tu les porteras toute ta vie. Oui. Et donc vous vous posez la question, comment on vit son cheveu crépus ou frisé dans une société normée ? Moi, j'ai envie de vous poser la même question. Comment on fait ? Comment on vit son... Alors, il y a 15 ans en arrière, c'était bien différent d'aujourd'hui. Mais donc, si je reviens 15-20 ans en arrière, c'était beaucoup plus violent parce que, clairement, les magazines ne représentaient qu'un seul type. Il n'y avait pas de entre-deux, de métissage, de trucs. Non, c'était le canon de beauté européen. Point. Et du coup... toutes les personnes qui ne correspondaient pas à ce canon, dont moi, je parlerai de moi, je me suis sentie comme étant une alien quelque part. Voilà. Une alien. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour sortir de là ? Je pense que c'est déjà ma personnalité qui fait que je n'aime pas les carcans. Et à partir du moment où j'identifie justement le carcan qui m'étouffe, alors du coup... j'essaie de comprendre comment en sortir. Et à l'époque, étant très jeune, j'ai pas tout de suite compris. Mais quand j'ai compris en rentrant plus dans l'histoire, donc quand j'ai commencé à m'intéresser à mon histoire, à mes origines africaines, donc j'ai découvert l'esclavage, j'ai découvert toutes les civilisations africaines très riches à l'époque, etc. J'ai découvert Cheikh Anta Diop, qui a été le premier à montrer le passé historique très riche du continent africain, donc à revaloriser ça. Et j'ai compris dans un même temps que, en fait, ma problématique d'identité, de négation de moi, venait d'un passé d'esclaves, de colonisés dans les corps, mais également beaucoup à travers les esprits. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis rentrée dans ce schéma-là, malgré moi. Donc, il faut que j'en sorte. Et effectivement, ce n'était pas évident parce que, jeune, à cette époque-là, il y a tout ce qui... la mode, etc., qui vous pousse à aller dans ce sens-là. Et puis, vous voulez y aller, mais en fait, vous vous rendez compte d'autre chose. Et vous voulez être vous-même. Donc, j'ai juste coupé mes cheveux. raser mes cheveux. Et c'est vrai que c'était à la suite de plusieurs défrisages malheureux aussi. Donc tout ça, ça a
Ça a coïncidé à mon éveil identitaire, psychologique aussi, à une maturité, je pense, une certaine maturité. Et du coup, j'ai dit stop, on arrête et puis on se regarde en face. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de Boucles d'Ébène et pourquoi c'était si important d'avoir un lieu dédié aux cheveux afro et texturés? Parce que Boucles d'Ébène est née effectivement à travers des échanges et des expériences que ma sœur et moi vivions en même temps, qui concernaient nos cheveux. Donc, où à chaque fois, on avait décidé ensemble d'arrêter de se défriser. On a tout fait ensemble. On a coupé nos cheveux en même temps. On s'est retrouvés courts et crépus en même temps. Et donc, on a traversé les mêmes choses. Et on était à l'époque dans une association culturelle qui nous poussait à développer des événements avec des thématiques qu'on choisissait. Ma sœur et moi étions dans la même association. On était quasiment les seules femmes de l'asso au départ. Et le sujet du cheveu naturel et du défrisage en l'occurrence aussi s'est imposé à nous. On s'est dit ok, on est quasiment les seules femmes de l'association. Parler d'un sujet qui nous touche nous, femmes noires en France. C'était clair que c'était le cheveu, la peau, mais plus le cheveu. Et donc, on s'est inspiré de notre expérience, justement, et de ce questionnement du pourquoi est-ce qu'on arrive à se défriser, et pourquoi le défrisage apparaît comme la seule option qu'une femme noire aux cheveux crépus ou frisés a en France. Et donc, de cette question-là, est née toute une réflexion, un questionnement déjà à travers notre cercle familial, ensuite notre cercle amical et plus loin. Donc on a questionné énormément de personnes et les mêmes réponses arrivaient. C'était de toute façon mes cheveux sont trop durs, je peux rien faire, en plus c'est pas beau, et puis ça prend trop de temps, etc. En fait, on a vraiment analysé toutes les réponses et à chaque réponse, on avait en face une contrepartie à avancer qui déconstruisait finalement les réponses systématiques et qui n'étaient pour nous pas justifiées puisque nous, on était le fruit d'une expérience autre. Voilà. À cette époque, c'est vrai qu'on parlait, on commençait en tout cas à beaucoup parler du mouvement NAPI, qui est la contraction des mots natural and happy, et qui invite les personnes aux cheveux originellement crépus de les laisser au naturel et de les faire vivre. Qu'est-ce qui a changé depuis le début du mouvement, d'après vous? En tout cas en France. Entre les tout débuts et aujourd'hui, il y a un monde. Il y a vraiment un monde entre 2005 et aujourd'hui au niveau de ce mouvement, même si pour moi c'est pas vraiment un mouvement, mais on va l'appeler comme ça. Pourquoi c'est pas vraiment un mouvement? Parce qu'un mouvement, ça s'estompe dans le temps et c'est éphémère, alors que depuis 2007-2008, c'est quelque chose qui s'intensifie et qui s'ancre. Donc c'est pour moi une révolution et quelque chose qui va durer, et clairement. Ce qui a changé véritablement, c'est déjà la prise de conscience qui est massive aujourd'hui. Donc, quand on parle de retour au naturel, les femmes noires, métissées, même les femmes européennes qui n'ont pas ce même type de cheveux, certaines comprennent de quoi on parle aujourd'hui. À l'époque, ce n'était absolument... mais pourquoi tu t'intéresses à ça? De quoi tu parles? C'est quoi l'intérêt? Et ce qui a changé, c'est que de plus en plus de blogueuses, d'influenceuses en ont parlé parce qu'elles ont vécu l'expérience du retour au naturel. Et avec l'essor du digital, etc., on a eu quelque chose d'extraordinaire qui a été l'image. Comment dire? Une multitude d'images différentes, de coiffures différentes auxquelles les femmes noires et métissées ont pu s'identifier. Parce que 15 ans en arrière, on n'avait pas accès à cette bibliothèque d'images et du coup, la créativité, c'est comme ça, était beaucoup plus limitée. On se disait, non, on peut faire que des nattes, des rajouts, des tissages, des perruques, etc. Mais merci YouTube de nous avoir ouvert c'est ça. Un champ de vision. Donc ça a été vraiment... la différence est majeure. Et une autre chose, c'est
de plus en plus du coup de professionnels, et particulièrement les tout jeunes professionnels de la coiffure, s'intéressent, eux, en masse, à justement à cette ouverture qui à l'époque n'existait pas. Donc aujourd'hui, des jeunes coiffeurs, je parle des jeunes parce que c'est souvent chez eux où il y a le plus d'engouement, veulent savoir gérer, manipuler, coiffer ce type de cheveux aussi. Et vous parliez tout à l'heure du défrisage, donc, qui est un traitement chimique visant à lisser son cheveu, mais qui est aussi très dangereux. Pourquoi on continue à le vendre en grande surface ? Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre à cette question. Je pense que c'est une histoire de fric, tout simplement. Comme tout, c'est un procédé chimique qui fait partie des procédés chimiques les plus puissants qu'on peut appliquer sur un cheveu. Donc, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les permanentes dans les supermarchés ? Et pourquoi est-ce qu'on trouve le défrisage ? Et notamment le défrisage pour les enfants, à niveau de deuil des enfants, dans les supermarchés. Pourquoi on en trouve encore ? Je pense que c'est juste une histoire de fric, simplement. Et malheureusement, ça va avec un manque de conscience de la part de certains, pour moi, fabricants. Et pourquoi on continue à le faire ? Vous racontez même souvent qu'en ayant les cheveux brûlés à plusieurs reprises, oui, vous continuez à le faire. Oui, tout à fait. Et je me demande pourquoi on se faisait, en tout cas pour beaucoup, autant de mal, comme si c'était une addiction. Ce n'est pas comme si c'était une addiction, ça a été prouvé par certains anthropologues et sociologues. C'est une véritable addiction, c'est-à-dire qu'on est addict à c'est pas à un procédé, c'est au résultat de ce procédé qui fait qu'on se sent bien dans sa peau parce que du coup on colle à une image et du coup on se sent bien. Et le fait de se sentir bien, ça génère des hormones du plaisir. Et donc du coup on rentre dans une véritable addiction au point où on ne se rend plus compte que en fait dans certains cas on brûle le cheveu, on le brûle à nouveau et on le brûle à nouveau. Et donc, il y a ce qu'on appelle les alopécies cicatricielles qui se créent, où le cheveu ne repousse plus. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui se défrisent, mais cette expérience-là est partagée très largement par un grand nombre de femmes. Est-ce que vous diriez que le fait d'avoir intégré ce type de beauté, c'est aussi parce qu'il y avait un manque de représentation évident ? Oui, évidemment. C'est-à-dire que ça revient à mon histoire personnelle. Je suis rentrée dans ce schéma sans même me poser de questions. Pour moi, c'était logique. Et même dans une tête d'enfant, en tout cas par rapport à mon expérience, c'était naturel. La beauté, un jour, pour y accéder, je devrais me défriser. Point. C'est aussi dû à un manque de représentation, le fait de vouloir se défriser. Ça s'explique aussi par d'autres facteurs, mais le manque de représentation, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, puisqu'on a beaucoup plus accès à un panel d'images diverses. Mais oui, on vous bassine dans les magazines, dans les médias, les pubs, les 4x3, une beauté lissée, vous finissez par vous dire, mais en fait, c'est ça. Je dois ressembler à ça. Oui, et on se pose même plus la question, c'est insidieux. Vous voyez ce que je veux dire ? À force de voir quelque chose, ça rentre dans votre système et ça devient logique. On se pose plus de questions. Dans l'épisode précédent de Miroir, Miroir, j'évoque avec l'autrice Mrs. Roots l'importance de l'estime de soi dès le plus jeune âge. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Comme 1 million de papillons noirs », un livre pour enfants. Et il y a cette question autour des cheveux, justement. Je me demande comment on fait pour qu'un enfant aux cheveux texturés apprécie ses cheveux dès le plus jeune âge. C'est pas facile. Voilà. Ce n'est pas facile. J'en suis un témoin vivant. Parce que j'ai une petite fille de 5 ans aujourd'hui. Pourtant, forcément, à la maison, dans l'éducation, je lui ai expliqué depuis très jeune comment fonctionnait son cheveu qui est crépus, très serré, avec
beaucoup de densité, une très forte densité. Ils sont longs en plus. Donc, il y a un soin particulier pour bien les hydrater, les démêler, sans qu'elles n'aient mal. Parce que c'est très important d'avoir les bons gestes pour éviter de faire mal et du coup de blesser physiquement, mais de blesser juste à un moment donné aussi psychologiquement, parce que l'enfant intègre cette violence, j'allais dire, physique comme une agression et qui est causée par son cheveu. Donc en gros, le message sous-jacent, c'est mon cheveu a un problème. Et c'est vrai que souvent, quand des femmes noires se rappellent de leur enfance, voilà, je me rappelle du peigne qui faisait mal. C'est un traumatisme. Il y a un peu cet imaginaire lointain de se dire que cheveux crépus égale c'est quelque chose qui fait mal. C'est ça. C'est quelque chose qui fait, c'est dans l'imaginaire, mais dans le conscient aussi, enfin pas forcément imaginaire d'ailleurs. C'est quelque chose, c'est considéré comme quelque chose qui fait mal et c'est quelque chose qui n'est pas joli. Donc c'est deux choses qui sont très très ancrées dans la mentalité de beaucoup de femmes noires, de petites filles et d'autres personnes d'ailleurs qui n'ont pas ce type de cheveux. Donc comment est-ce qu'on valorise ces enfants ? Donc moi, je préconise, en tout cas c'est ce que j'ai commencé à faire depuis un moment, la douceur dans les gestes, la douceur dans les paroles, la valorisation systématique et régulière de cette singularité et de la beauté de l'enfant. Donc je dis très souvent à ma fille qu'elle est magnifique, que ses cheveux sont magnifiques. Et même si je sais qu'à l'école, elle entend des choses différentes et qu'on lui renvoie des choses pas tout à fait sympas tout le temps, au moins elle a cette balance dans son environnement proche qui est positive. Et du coup, à un moment donné, même si la balance n'est pas toujours bien équilibrée, je sais que c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin. Clairement, je le vois, puisque quand elle avait 4 ans, elle m'avait sorti que, en gros, elle voulait être blanche et avoir des cheveux longs et lisses. Et donc, je lui ai rappelé que moi, j'étais pas blanche et j'avais pas les cheveux lisses. Et que, du coup, est-ce qu'elle me trouvait moche ? Elle m'a dit non, mais tu serais quand même plus belle avec les cheveux lisses. Et du coup, 4 ans. Donc c'était ça. 4 ans, c'est très très jeune. Elle rentrait en 2e année de maternelle. Donc la première année, je pense, elle a vécu des choses, je sais pas, palpables ou non, mais pour arriver à me sortir ça de cette manière-là, aussi claire, c'est que le message, justement, de la société, à travers les images ou à travers les agressions verbales qu'elle a pu vivre, sont régulières et suffisamment violentes pour qu'un enfant de cet âge arrive à le décrypter. Et du coup, c'est vraiment au niveau du discours, voilà, du discours, je pense. Et c'est pareil pour les adultes d'une certaine manière, parce que si on croit que porter ses cheveux naturels aujourd'hui est à la portée de tous et de toutes, c'est vrai qu'il y a encore cette manière de penser que ce n'est pas considéré comme assez professionnel dans certains milieux. Et même quand on a des tresses ou des coiffures avec lesquelles on peut jouer avec ses cheveux naturels, c'est pas toujours bien vu. Comment on fait pour accepter ses cheveux et les trouver beaux, finalement ? Enfin, parce que c'est à la fois les enfants, mais aussi les adultes. Comment un adulte qui n'a pas fait ce travail de déconstruction peut en arriver là ? Ça passe forcément par un travail de déconstruction. Ça ne peut pas en être autrement. Si cette personne a justement nourri ces images faussées, si par contre elle a vécu dans un environnement autre, parce que ça arrive heureusement, et que cet environnement était positif et chargé d'une éducation, d'une éducation positive et équilibrée, j'ai envie de dire, elle n'a pas forcément à faire ce travail. Donc du coup, c'est plus facile. Mais si elle est empreinte de ces stigmates, forcément, ça passe par un travail de dialogue, d'échange, de pleurs parfois aussi, de révolte, de colère, c'est sûr, pour pouvoir arriver à passer un cap. C'est souvent le schéma. Ouais. En étant vous-même spécialiste du cheveu, n'y a-t-il pas un problème d'accessibilité dans le sens où nombre de coiffeurs, en tout cas de salons de coiffure traditionnels,
ne savent pas coiffer les cheveux non caucasiens. Oui. Il y a un vrai problème d'accessibilité, ça je vous le confirme. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on appelle coiffeurs traditionnels, clairement ce sont les coiffeurs qui coiffent les cheveux européens. Et c'est les coiffeurs qu'on trouve partout, très facilement, donc très accessibles, et qui proposent un service standard, qui est souvent la coupe brushing, mèche, colo, voilà, pour un cheveu européen, caucasien, lisse. Maintenant, il existe des salons dits afro, qu'on trouve souvent concentrés dans un seul arrondissement ou deux de Paris. Alors, tout le monde les connaît, hein, voilà. Pas besoin de s'étaler là-dessus. Sauf que ces coiffeurs-là, ces enseignes-là, elles proposent très souvent des tresses et du défrisage. Et dans la pratique, c'est les personnes qui proposent ces services-là, souvent, en tout cas, c'était le cas pendant plusieurs années, n'étaient pas formés de manière professionnelle à la coiffure. Donc, ils savaient, on va dire, ils avaient des techniques de tressage. On leur a appris, qu'on leur a appris sur le tas ou au pays, ou traditionnellement de mère en fille, etc. Le défrisage sur le terrain, donc pas en école de coiffure systématique. Et c'est là où un des problèmes se joue aussi. C'est parce que ces personnes ont reproduit des gestes non professionnels et les ont transmis, etc., à d'autres, qui les ont transmis à d'autres. On n'en finit pas. Finalement, le truc, il monte jamais. Les standards au niveau de la coiffure pour cheveux crépus, frisés, bouclés, ils montent pas. En tout cas, ils montent pas beaucoup dans ces quartiers. Maintenant, fort heureusement, il existe aussi d'autres coiffeurs depuis des années qui exercent, et j'en connais, qui eux ont fait ces études de coiffure, donc les écoles de coiffure traditionnelles dans lesquelles on apprend exclusivement à coiffer le cheveu caucasien, lisse, j'insiste, parce que le véritable problème, il se situe ici. Mais comment ça doit changer ? Comment on fait pour que ça change ? Que les formations proposées imposent, d'une certaine manière, tout type de cheveux. Ça passe par l'éducation nationale. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire bouger les choses. Je suis aujourd'hui formatrice professionnelle. Donc, je travaille sur des programmes de formation dédiés aux cheveux crépus, frisés, bouclés. Et la prochaine étape, c'est très, très prochainement d'ailleurs, là, dans les mois qui viennent, c'est de pouvoir proposer ces formations aux écoles de coiffure, aux coiffeurs, aux enseignes qui s'intéressent et qui veulent élargir leurs prestations et accueillir enfin tout type de personnes, tout type de cheveux. La demande est forte ? Oui, tout à fait, bien sûr, et de plus en plus. Donc, le métissage faisant, les cheveux lisses, ils seront dans quelques années de moins en moins dominants, clairement. Et c'est important de comprendre comment fonctionne, selon moi, hein, bien sûr, de comprendre comment les autres types de cheveux fonctionnent, quelles sont leurs spécificités, comment est-ce qu'on les manipule, comment est-ce qu'on les coiffe, comment est-ce qu'on les coupe, et en tant que professionnel, moi je m'éclate parce que c'est jamais la même chose. Et que là où un coiffeur traditionnel aura des appréhensions à accueillir une personne aux cheveux crépus ou frisés, avec un volume auquel il n'a pas l'habitude, par exemple, moi, j'accueille avec le sourire et parce que ces textures, je les connais par cœur. Et qu'elles ne sont pas plus difficiles que les autres. Le cheveu caucasien est superbe, il a des spécificités qui lui sont propres. Le cheveu crépus est aussi sublime et il a des spécificités qui lui sont propres. Le cheveu bouclé ou frisé, la même chose. C'est assez similaire, mais il y a encore des subtilités. Et c'est pour moi, en tant que professionnel, je trouve ça tellement intéressant et tellement riche d'apprentissage que d'arriver à déceler, à comprendre toutes ces différences, que je n'arrive pas à comprendre comment, en France, on en soit encore là, en fait. Ça me dépasse. Voilà.
C'est pas que je sais pas comment on en est encore là, en fait, je sais très bien. Je pense en tout cas avoir un élément sur la question, c'est que je pense qu'il y a une véritable peur de la différence. C'est un vrai problème en France. Encore. Ça s'estompe, mais c'est quand même super présent, quoi. Et c'est tellement fort, cette peur, que des soi-disant spécialistes ou experts ont écrit dans certains bouquins de coiffure, des manuels de coiffure qui servent à éduquer les professionnels de demain, ont écrit que le cheveu crépus était une anomalie, et que cheveux crépus, je cite, est une pathologie congénitale ou héréditaire. Et donc quand des livres qui sont encore disponibles édition aujourd'hui. 2010. Je tairai l'éditeur. Parce que c'est pas intéressant finalement, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est écrit, ça existe encore noir sur blanc, et que des coiffeurs le lisent encore aujourd'hui. Donc quand vous imaginez que toutes les générations passées sont tombées sur ce genre de définition, je trouve ça hallucinant. Voilà. Donc l'ignorance finalement, fait beaucoup de mal. Voilà. Malheureusement. Des salons comme le vôtre n'ont pas forcément pignon sur rue. Enfin, il en existe, mais par exemple, le vôtre est situé dans le 92, ce qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde selon où on habite. Et à Paris, il y a quelques salons que je connaissais qui ont fermé, notamment un qui commençait vraiment à s'implanter dans le milieu parisien et dans la scène afro, qui s'appelle Nayenka et qui a fermé ses portes, il me semble, il y a peut-être 2 ans ou un peu moins. Et je me demande si ouvrir un salon afro, ou en tout cas un salon spécialiste des cheveux texturés, est plus difficile que n'importe quel autre salon. Est-ce que c'est une économie qui est viable et qui est facile ? Aujourd'hui, en fait, les 8 ans de Boucle d'Ébène Studio, donc la partie coiffure, salon de coiffure spécialisé sur les cheveux crépus, frisés, bouclés. Et en fait, on avance, on va vers le haut, clairement. Donc pour moi, le système fonctionne. Après, il faut bien connaître ce marché, il faut bien connaître la clientèle, qui est une clientèle, justement, avec tout ce que j'ai expliqué, qui vient avec un background très chargé. Donc, il faut pouvoir comprendre, décrypter et rassurer, et derrière, délivrer. Sinon, ça fonctionne pas. Mais c'est pas un marché qui est, je dirais, facile. C'est un marché qui est fort intéressant, mais il faut bien le comprendre. Voilà, il faut bien le comprendre et être à la pointe de ce qui se fait, des nouveautés, parce que ça va très vite, ça va très très vite. Et pour le cas de Nayenka, un superbe espace que je connaissais, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que ça fonctionnait bien. Après, dans une entreprise, tout n'est pas forcément clairement simple, ça c'est sûr. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a de plus en plus d'enseignes qui sont en train d'ouvrir et qui veulent se spécialiser sur ce marché et qui sont en train d'ouvrir ou qui ont déjà ouvert. Et donc les choses avancent, ça c'est sûr. Mais ça avance encore un peu lentement. Et donc vous, comment on peut vous retrouver ? Sur le net. Donc nous, on a donc boucledebènestudio.com sur le net, Instagram, sur Facebook. On mettra de toute façon tous les liens en bio. Oui, facilement. Et j'aimerais savoir, pour terminer, qu'est-ce qui vous a aidé à vous accepter et à accepter vos cheveux ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? Ça peut être une œuvre culturelle, quelqu'un, quelque chose. Qu'est-ce qui vous a aidé ? Le déclic,
La première chose, c'est le déclic quand j'ai réalisé que je voulais ressembler à quelqu'un que je ne pourrais jamais ressembler. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, en fait, voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est mon éducation, ma propre éducation, c'est-à-dire mes propres recherches. Donc, sur mon histoire, ça m'a clairement consolidé et donné la force, le socle, pour me dire, mais en fait, non seulement je suis différente, mais en plus j'ai une histoire hyper forte. Et ben, je vais m'appuyer là-dessus parce que je ne veux pas que le monde m'écrase. J'ai envie d'exister, j'ai le droit d'exister. Et en plus, je me suis dit que justement, quand j'ai réalisé que mon histoire était partagée par beaucoup de femmes noires, je me suis dit que je pouvais peut-être être un porte-parole. Et du coup, je me suis donné toutes les clés pour ça. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et ce n'est pas un chemin qui est facile et qui est rapide, au fait, hein. Parce que tous les stigmates dont on a parlé, le défrisage à répétition, le truc, le machin, le fait de se regarder mais de se trouver pas tout à fait jolie, même si on s'éveille, on a de plus en plus conscience des choses, ce n'est pas du jour au lendemain. Pour moi, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Du coup, il y a ça, et puis je pense ma personnalité, clairement. Et puis l'amour d'un homme. Non, c'est vrai. L'amour d'un homme quand j'avais 22 ans, qui m'a regardée telle que j'étais, et avec les cheveux courts et crépus, et qui m'a dit que j'étais magnifique. Et je pense que tout ça forcément, ça renforce. Voilà. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. C'était l'épisode 13 de Miroir Miroir. Merci pour l'écoute. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes. Je tenais aussi à remercier tous les auditeurs et auditrices fidèles qui m'envoient des messages de soutien. C'est encourageant pour la suite. Pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur binge.audio. Merci encore et à dans 2 semaines. Binge.